Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cette vidéo sera la dernière de l'année avant la reprise en janvier. Évidemment, rassurez-vous, la chaîne va continuer. C'est juste que je marque un temps de pause, comme je suis en plein déménagement, tout ça, je n'aurai pas le temps de m'occuper de la chaîne comme je le fais actuellement. Mais rassurez-vous, les vidéos vont bien continuer, j'ai encore plein de choses à parler, plein de choses à expliquer. Voilà, parenthèse fermée, c'est parti. Cette vidéo fait suite à celle sur la flotte de cuirassés américaine, donc ça va être le même principe. Il va s'agir de parler de la structure, de l'organisation, du mode de fonctionnement de la flotte de cuirassés japonais cette fois-ci. Donc je ne vais pas entrer dans le détail des bâtiments ni des batailles, mais vous expliquer la logique que l'état-major japonais a eu au fur et à mesure des années et des conflits. Vous êtes prêts? C'est parti. En dépit de l'image qui lui est souvent associée au travers du puissant Yamato, et plus rarement de son sister ship, le moins célèbre Musashi, dont je ferai une vidéo là-dessus, la flotte cuirassée japonaise, pour être la troisième au monde en 1941, est presque entièrement composée de navires anciens lancés entre 1912 et 1920, bien que fortement modernisés, voire refondus par la suite. Les deux Yamato sont les plus puissants cuirassés du monde, mais les seuls navires de cette catégorie lancés par le Japon jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'accent ayant été mis dans les années 30 dans la construction de croiseurs, mais surtout d'une force de porte-avions d'escadre alors sans équivalent. La flotte cuirassée japonaise tire son origine des suites de la spectaculaire victoire remportée sur la Russie tsariste à Tsushima en 1905. En 1907 et définit une stratégie d'inspiration mahanienne visant à la bataille décisive. Il faut disposer d'une flotte capable d'affronter le plus puissant adversaire potentiel avec une marge de supériorité. Mais alors, quel adversaire prendre comme référence? Malgré l'absence de contentieux direct à cette époque, c'est la flotte américaine, à la fois l'une des deux plus puissantes au monde et potentiellement la plus menaçante dans le Pacifique, qui est choisie comme mesure étalon si je puis dire. On estime alors qu'elle doit représenter une force de 25 navires de bataille, dont une partie nécessairement engagée dans l'Atlantique. Dans la perspective d'un affrontement avec les États-Unis, ils font donc au Japon une force combinée dit 8-8, soit 8 wagons et 8 croiseurs de bataille, si possible individuellement plus puissants que leur adversaire et représentant 70% du potentiel cuirassé américain total pour obtenir au moins la parité dans le Pacifique. Ce programme général, qui connaîtra plusieurs variantes, 8-4, 8-6, conduit globalement les efforts de la marine impériale jusqu'au traité de Washington de 1922, accepté d'ailleurs à contre-cœur. Tout en laissant au Japon une troisième position mondiale, ce traité dresse un cadre drastique en matière de capital ship et limite à 60% le potentiel japonais vis-à-vis des Américains. Le traité définit un rapport de 5 pour les États-Unis et le Royaume-Uni, à 3 pour le Japon et à 1,75 pour la France et l'Italie. La délégation nippone souhaitait privilégier un ratio 7-5 et non 5-3 pour garantir sa règle des 70%. Mais elle renonce à ses exigences afin de ne pas risquer une nouvelle course aux armements navals du fait de l'énorme différentiel économique et industriel entre les deux pays. Mieux vaut alors pour Tokyo de préserver l'essentiel. Tous les navires alors en construction, à l'exception dérogatoire du Mutsu, quasiment achevé et construit en grande partie par souscription populaire, sont abandonnés ou convertis en porte-avions. Les cas des cuirassés transformés en porte-avions sont les cuirassés Kaga et Ki, ainsi que les croiseurs de bataille Amagi. Deux seulement de ces 10 navires en projet ou en construction seront finalement achevés comme porte-avions, l'Akagi et le Kaga, dans les années 20. Au cours de l'entre-deux-guerres, le gouvernement nippon capitalise sur les 6 Super Dreadnought et les 4 croiseurs de bataille laissés par les traités, tous d'un calibre de 356 mm ou de 406 mm, et le Japon décide alors de les moderniser en profondeur. Les 4 croiseurs de bataille Kongo sont emblématiques. Transformés en cuirassés rapides, ils conservent toutefois une partie des caractéristiques et des défauts propres aux croiseurs de bataille, à commencer par une protection médiocre. Lorsque le Japon aborde la guerre contre les puissances occidentales en décembre 1941, il dispose de la première flotte cuirassée dans le Pacifique, avec 10 unités, plus le Yamato en achèvement, face à 9 cuirassés américains anciens, ainsi qu'un cuirassé et un croiseur de bataille britannique à Singapour. Ces deux forces sont neutralisées et partiellement détruites, grâce à l'aviation et en particulier à l'aéronaval de la Kido Butai.
Les cuirassés eux-mêmes sont réservés par le commandement japonais en vue d'une bataille décisive contre la Pacific Fleet américaine, recherchée à Midway, puis encore dans les Mariannes en 1944, mais qui n'aura jamais lieu. On compte pendant toute la guerre seulement 2 engagements directs entre cuirassés, seulement 2, à Guadalcanal en novembre 42 et à Leyte en octobre 44, soit moins qu'en Atlantique et en Méditerranée. En partie consommée, si je puis dire, lors de la campagne de Guadalcanal, la flotte de bataille japonaise est finalement largement détruite lors d'une opération pour laquelle elle n'avait pas été prévue initialement. Le plan Shogo d'octobre 44 visant la flotte de débarquement américaine aux Philippines, soit des navires de transport et d'escorte, des cibles jugées indignes par nombre d'amiraux japonais. Ces restes impuissants, réfugiés dans leur port d'attache, seront pour la plupart détruits au cours des mois suivants par les raids aériens américains. Dans le cas emblématique du Yamato, envoyé sans espoir ou presque à Okinawa, il s'agit littéralement d'un sacrifice calculé, un cas unique alors de cuirassé kamikaze. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'est un sujet qui est un petit peu plus léger que les précédents. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quand même quelque chose sur la structure et l'organisation de la flotte impériale japonaise, plus particulièrement des cuirassés. J'avais déjà fait celle sur les porte-avions, donc voilà, au moins la boucle est bouclée. Sur ce, passez de très bonnes fêtes les bergers, et je vous dis en janvier. À ciao, bonsoir.